Good morning. Good morning. Le président, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau à vous, monsieur le témoin. Je redonne immédiatement la parole au représentant du bureau du procureur pour qu'il continue à vous poser ses questions. Merci, Monsieur le Président. Alors, continuons avec le prochain rapport, tel que je l'ai indiqué précédemment, 00761952. Et je lis rapport d'expertise et examen de la scène de crime de la mosquée de Sikoji Lem et de ses environs à Yopougon, Abidjan, République de Côte d'Ivoire. Alors, quel était l'objet de votre mission? Je comprends que, encore une fois, on y retrouve la lettre de mission de manière générale. Décrivez-nous quel était l'objet de votre mission et quelles sont les expertises que vous avez été appelé à mettre en application. Pour ce rapport d'expertise, il ne s'agissait pas uniquement d'une documentation de scène de crime, mais bien d'une investigation de scène de crime. Donc le travail s'est articulé en différentes parties. La première, une description complète et générale de la scène de crime, de la mosquée de Sikoji Lem et de ses environs, quelques prises de vue aériennes, des prises de vue photographiques en vue de la réalisation de panoramiques 360 degrés par assemblage, ainsi que des prises de vue générales des lieux. Ensuite, nous avons procédé à l'examen de la scène de crime, de la mosquée et de ses environs, en particulier la recherche, reconnaissance, prélèvement et placement sous scellé et préservation de toute trace ou indice matériel que nous jugerions pertinent. Et enfin, comme dans tout élément de police scientifique réalisé sur une scène de crime, les différentes traces, ou certaines des traces prélevées sur la scène de crime ont été analysées au sein de laboratoires. Très bien. Alors, laissez-moi vous interrompre ici, pardon. Alors, la lettre de mission, on la retrouve à la page 2083, 2084. Alors, nous avons également, si vous me permettez juste un petit instant, j'ai perdu mes références, pardon, voilà. Et je vais m'adresser à la Chambre en anglais. Donc, la présentation 360 degrés fait déjà partie du dossier. Elle a été versée au dossier par le truchement d'un autre témoin dont je ne me souviens plus du numéro, mais je me souviens du témoin. Je lui avais posé moi-même les questions, je lui avais montré cela. Alors pour ce qui est de 0078 0085. Parlons des prélèvements. Avez-vous fait des prélèvements et si oui, pourquoi et lesquels? Monsieur le Président, comme dans toute investigation de scène de crime, il faut bien évidemment des éléments de contexte sur les faits qui sont supposément arrivés sur les lieux, puisqu'on ne peut pas se permettre de rester longtemps sur la scène de crime et on ne peut pas tout prélever sur une scène de crime. En l'occurrence, des informations avaient été fournies par le bureau du procureur, comme quoi la mosquée de Sikoji Lem aurait été la cible d'une attaque le 25 février 2011, que des coups de feu auraient été tirés, que des exemplaires du Coran auraient été incendiés et que le gardien de la mosquée aurait été frappé et brûlé vif. Par ailleurs,
les autres informations qui étaient fournies par le bureau du procureur sont que certaines zones de la mosquée de Sikoji-Lem, du bâtiment du CNI COCY et du lieu des ablutions auraient fait l'objet d'incendies. Donc ce que nous avons réalisé, après avoir décrit les lieux et réalisé ce qu'on appelle un baptême des lieux sur les différents lieux pertinents sur la scène de crime, nous avons effectué tout prélèvement pertinent par rapport aux informations qui nous étaient données. En l'occurrence, plusieurs types de prélèvements ont été réalisés. Premièrement, des prélèvements de traces noirâtres qui peuvent être assimilées à des traces de carbonisation sur différents lieux, sur le sol, sur différents objets présents au mur, ainsi que sur des livres qui pourraient effectivement être des livres du Coran. Par rapport à ces livres, nous avons effectué d'autres prélèvements. Nous avons effectué des photos, notamment, de livres de Coran intacts, de manière à pouvoir par la suite éventuellement identifier les livres brûlés comme étant des Corans. Nous avons effectué également d'autres prélèvements, notamment un prélèvement d'un objet métallique a été réalisé dans le mur d'enceinte, dans le mur du préau, devant l'entrée de la mosquée, puisque nous avons utilisé un détecteur de métaux de manière à retrouver tout objet métallique qui pourrait être présent dans le mur. Cet objet a par la suite été analysé plus en détail de manière à déterminer d'où il pouvait provenir. Et en l'occurrence, il a été identifié comme certainement la chemise d'un projectile de calibre 7,62 par 39. Donc, tous nos actes de police scientifique ont été principalement réalisés sur les différents éléments qui étaient à notre connaissance, mais bien évidemment, nous ne sommes pas uniquement attardés à vouloir trouver des marques d'incendie ou des preuves d'utilisation d'armes à feu. Nous avons cherché tout type d'indices ou traces qui pourraient être pertinentes. Très bien. Alors, revenons brièvement sur trois points que vous avez mentionnés et je vais vous amener à la page 1968 de votre rapport, qu'on peut d'ailleurs projeter, si ça peut aider la Chambre. Il n'y a aucun problème pour ce faire. Alors, ça peut être public, cette page. Et le nom qui apparaît sur cette page n'est pas protégé, Monsieur le Président, il n'y a aucun souci à ce niveau. Le croquis que l'on voit là, c'est quoi? Donc ce croquis fait partie de la description générale de la scène de crime. C'est ce qu'on fait théoriquement sur une scène de crime, un baptême terrain, de manière à identifier les différentes zones où des actes de police scientifique vont être réalisés. Le but étant de pouvoir donner une codification aux différents prélèvements qui sont réalisés sur la scène de crime, en l'occurrence LEM, qui voulait dire la mosquée de Sikoji-Lem, et 01, qui est la sous-partie de l'ensemble de la mosquée, et ensuite les différents numéros d'indices correspondant, d'indices de traces ou indices matériels correspondant à l'endroit où ils ont été retrouvés. Je vous amène maintenant à la page 1997. Et il s'agit évidemment d'une vue aérienne.
Il s'agit de, encore une fois, les lieux en question. Tout à fait. Sur cette image satellite qui date du 5 décembre 2014, on voit très précisément le mur d'enceinte de la mosquée elle-même, ainsi que la porte principale d'accès. Alors, et dans les pages suivantes de votre rapport, on n'est pas obligé de les montrer. Je comprends qu'on voit encore une fois une vue générale des lieux, ainsi de suite. J'aimerais qu'on se concentre sur le bâtiment qui est identifié dans votre croquis qu'on a vu tout à l'heure comme étant LEM-01. Avez-vous trouvé des substances noircies à quelque endroit que ce soit sur le bâtiment de la mosquée lui-même? Au niveau de la mosquée, identifiée LEM-01, nous avons noté que certaines parties de la toiture et de la charpente présentaient des traces noirâtres qui étaient des signes manifestes de carbonisation, alors que d'autres parties semblaient avoir été remplacées. Nous avons noté également que certaines parties inférieures de la toiture en tôle, à l'angle sud-ouest de la mosquée, présentaient des signes manifestes de carbonisation. Nous avons également identifié à l'intérieur de la mosquée elle-même certaines parties du faux plafond de la mosquée de Sikoji, LEM, qui avaient été remplacées et pas encore repeintes. D'autres avaient été repeintes. Leur localisation étant consistante avec la localisation de certaines parties de la toiture et de la charpente qui présentent ces signes manifestes de carbonisation. Nous avons également identifié à l'extérieur de la mosquée un impact sur un haut-parleur, mais après avoir réalisé la reconstruction de cet impact, de cette fissure au niveau du haut-parleur, il est impossible de déterminer quelle pouvait en être l'origine. Alors, vous utilisez l'expression carbonisation. Pourquoi utilisez-vous ce terme? La carbonisation est la transformation d'une substance, d'une matière, en charbon, le carbone, en gaz et en goudron. Lorsqu'une combustion se réalise, une combustion qui est une réaction exothermique d'oxydoréduction, qui se réalise lorsque différents éléments sont rassemblés. C'est en gros ce qu'on appelle le tétraèdre du feu. Donc il faut un combustible, il faut un comburant, il faut une énergie d'activation pour initier la combustion, et après ce qu'on appelle des radicaux libres qui permettent d'entretenir la combustion et qu'elle se poursuive jusqu'à ce que l'un des composants du tétraèdre du feu soit éliminé. Lorsque cette combustion se réalise, on a la transformation des matières organiques en carbone, en charbon, qui sont ces traces de suie, ces traces noirâtres, qui étaient visibles au niveau de la charpente
de la mosquée, traces que nous avons prélevées en vue d'analyse ultérieure au sein d'un laboratoire. J'attire votre attention à la page 2005. La page 2005 de votre rapport et 2006. Est-ce que c'est ce que vous décrivez, ce que l'on voit sur ces images? Tout à fait, vous avez, pour cette partie inférieure de la toiture, à l'extérieur, à l'angle sud-ouest, vous avez une vue générale, une vue particulière, ainsi qu'une vue du prélèvement qui a été effectué par grattement à l'aide d'un scalpel, et ensuite les scellés en question qui ont été conditionnés dans des sacs en nylon, puis placés sous scellés fermés. Vous avez utilisé tout à l'heure un langage tout à fait scientifique pour décrire ce qui en était de la carbonisation et le phénomène. Mais quelle est votre expertise dans le domaine? Quelles sont vos qualifications pour émettre cette opinion? En ce qui concerne les incendies, mes connaissances sont des connaissances ordinaires, communes. J'ai certes suivi quelques cours en incendie à l'université de Lausanne, mais je dirais que mes connaissances dans le domaine sont simplement ordinaires, communes. Je comprends que ces échantillons ont été expédiés à un laboratoire français. Décrivez-nous et quel a été le résultat des analyses. Pour vous donner les résultats exacts d'analyse, je pense que je devrais consulter le rapport d'expertise en question de manière à ne pas commettre d'erreur sur les conclusions de l'expert qui a analysé ces échantillons. Pour l'instant, allons-y de mémoire. Est-ce qu'on a trouvé des traces d'accélérants? D'après mes souvenirs, sur les différents échantillons qui ont été analysés, et tous les échantillons, tous les prélèvements de potentiels résidus d'incendie n'ont pas été analysés, mais les échantillons qui ont été analysés au laboratoire n'ont pas montré la présence d'accélérants. Est-il nécessaire qu'il y ait accélérant pour qu'il y ait un feu? Non, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accélérant pour allumer un feu. Je prendrai un exemple concret qui se rapporte peut-être à la mosquée. Lorsque vous prenez un livre, lorsque vous prenez qui est le combustible, lorsque vous prenez une allumette qui est l'énergie d'activation, lorsque vous allumez le livre à l'aide de l'allumette, vous utilisez l'air ambiant pour finaliser le triangle ou tétraèdre du feu, et vous pouvez donc mettre le feu à un livre sans aucun accélérant. Une fois de plus, c'est des connaissances ordinaires communes et pas du tout mon domaine d'expertise. Vous étiez sur les lieux, si je comprends bien, à quelle date?
pouvez nous rappeler la date, pardon? Donc nous étions présents sur les lieux le 11 décembre 2014, le 9 décembre 2014. Je suis désolé, je vais regarder le rapport, je ne m'en rappelle pas exactement. En gros, entre le 9 et le 11 décembre 2014. 9, 10, 11 décembre 2014. Très bien. Alors, ma question est la suivante. À votre connaissance, a-t-il été possible de dater cette carbonisation? À ma connaissance, il n'a pas été possible de dater cette carbonisation. Et encore une fois, est-ce exceptionnel de ne pouvoir dater une carbonisation? Non, puisque les éléments qui pourraient être prélevés et servir à une datation éventuelle ne peuvent pas subir une analyse suffisamment fine permettant de déterminer à quelle date, quel jour cette carbonisation aurait eu lieu. Je vais passer la question des Corans. Peut-être pouvez nous indiquer simplement sur votre croquis que l'on retrouve à la page 1968, l'endroit où vous avez vu et saisi ces Corans? Donc ces Corans étaient présents dans 2 sacs en toile de couleur blanche au sein de la pièce numéro 2 du bâtiment du CNICOY, ainsi que posés sur ces 2 sacs. Et juste pour être bien certain, si je vous précise, LEM-02, c'est l'endroit où vous les avez trouvés? Tout à fait au sein de la pièce numéro 2 du bâtiment LEM-02, puisque ce bâtiment était constitué de différentes pièces et d'un préau. Et je comprends que vous faites donc référence, vous avez fait un croquis qu'on retrouve à la page 2017. De l'édifice comme tel, pardon, juste pour confirmation, si on regarde le croquis que vous avez fait à la page 2017, c'est bien le bâtiment du CENI Cossy? Tout à fait. Maintenant, à l'aide de votre rapport, pourriez-vous nous indiquer de manière précise où vous avez trouvé cet objet métallique dont vous avez fait référence tout à l'heure, évidemment? J'ai utilisé un détecteur de métaux sur l'intérieur du mur d'enceinte ainsi que sur le mur de la mosquée et le mur du préau de la mosquée.
Ce détecteur métallique a réagi au niveau du petit muret du préau de la mosquée. Comme présenté dans les photos, aux IRN CIV OTP 0076 2010. Après la réaction du détecteur de métaux à ce niveau-là, j'ai utilisé un kit de trajectoire balistique en fibre de verre qui m'a permis de déterminer ce qui était une potentielle trajectoire balistique au sein du muret. Après avoir élargi le trou, l'orifice autour de cette trajectoire balistique, j'ai prélevé un objet métallique qui a été placé sous scellé fermé avec le numéro d'identification LEM-01-005. Je comprends que ça a été envoyé à un laboratoire, également en France. Et vous avez mentionné tout à l'heure un calibre. Pourriez-vous répéter ce calibre? Juste une petite précision, ça n'a pas été envoyé au laboratoire pour réalisation d'une expertise au sein du laboratoire, mais c'est moi-même qui ai réalisé cette expertise en utilisant le matériel du laboratoire, à savoir un banc photographique et différents appareils optiques, ainsi qu'un ultrason pour nettoyer cet objet métallique. Donc, suite aux différentes descriptions, mesures de l'objet, après l'avoir nettoyé, cet objet qui apparaissait au départ comme un objet métallique indéterminé, il est apparu qu'il présentait une impression de champ, c'est-à-dire la marque qui est laissée par la rayure du canon sur le projectile lorsque le projectile passe à travers le canon pour être gyrostabilisé. Et donc, suite aux différentes mesures, observations, j'en suis arrivé à la conclusion que, selon toute vraisemblance, cet objet du scellé CIV OTP 00701578 était une partie de la chemise d'un projectile et que ce projectile était compatible avec une munition de calibre 7,62 par 39, munition de Kalachnikov AK-47. Et toujours, pour l'explication... Pardon, juste avant d'aller plus loin, excusez-moi, juste, et vous pourrez continuer, je veux attirer l'attention de la Chambre à la page 2069 du rapport pour visualiser en question l'objet. Continuez. Donc, cet examen préliminaire de ce projectile, qui a été réalisé en quelques heures uniquement, l'explication que j'en ai donnée dans le rapport, c'est que, à l'impact du projectile de calibre 702 par 39, la chemise de ce projectile, que vous pouvez voir à la page CIV OTP 0076 2067, donc la chemise du projectile, qui en fait entoure le projectile, a l'impact sur un objet particulièrement rigide et consistant, en l'occurrence un mur en béton, s'est brisé, se serait brisé, et en fait s'est retourné, entre guillemets, comme une chaussette en direction de la base du projectile, le noyau étant été éjecté à ce moment-là. Bien évidemment, tel que mentionné dans le rapport,
une expertise balistique pourrait être conduite, une expertise balistique complète pourrait être conduite afin d'obtenir des éléments complémentaires concernant cet objet. Pour faire ces tests et en arriver à cette conclusion, vous avez fait appel à lesquelles de vos connaissances? J'ai fait appel à mes connaissances en balistique et mes connaissances d'utilisation du matériel au sein du laboratoire et du département que j'avais dirigé pendant 6 ans et avec lesquels matériel j'avais réalisé des rapports d'expertise balistique. Est-il possible de conclure par quelque expertise que ce soit que cet objet que vous avez trouvé a été tiré le 25 février 2011? Est-ce scientifiquement possible? Il est clairement scientifiquement impossible d'arriver à dater le jour où ce projectile aurait pénétré ce mur. Ce qui est certain, c'est que un projectile a été retrouvé au sein du mur au mois de décembre 2014. Ce projectile y était présent forcément à une date antérieure au, je ne sais plus de mémoire, le 9 ou le 10 décembre 2014. Merci. Par rapport à cette mission, y a-t-il autre chose que vous désirez ajouter avant que je passe au prochain de vos rapports? Je n'ai rien à ajouter. So, Your Honor, I would ask. Monsieur le Président, je souhaiterais que le rapport 0089, je me corrige, 0076 1952 soit versé au dossier. Très bien. Alors, j'ai presque le désir de mentionner que ce que nous venons de faire était les préliminaires pour, évidemment, le dernier rapport. Et je fais référence au rapport 0089-1030 qui s'intitule en anglais Forensic Examination. Examen criminalistique d'une vidéo. Et cette vidéo, évidemment, est la vidéo version haute définition qui est au dossier, la 0077 0411. Alors, il y a un appareil qui est avec vous, que vous avez, amené avec vous. On y a fait référence tout à l'heure. Il y a également une lettre de mission qu'on trouve à la page 1089 et 1090. Alors, rappelez-nous à nouveau, pour la rédaction de ce rapport, et nous allons le voir de visu, quel est l'acte technique que vous avez fait?
Donc pour ce rapport qui a été rédigé en coexpertise avec M. Alan French, nous avons réalisé un examen des images de la vidéo de question, ainsi qu'un examen de la partie audio de la vidéo, puisque la vidéo en question comportait une partie animée purement vidéo et également couplée à une partie de signal audio. Nous avons ensuite réalisé une interprétation des différents éléments pour en arriver à une conclusion. Très bien. Alors, à cette étape-ci, et je vais changer en langue anglaise pour certaines instructions à tous et chacun. So, Your Honors, Monsieur le Président, ce que je suggère maintenant, c'est de recréer ou de plutôt démontrer cela en utilisant la vidéo en question. Donc nous allons recréer le spectrogramme, donc une combinaison d'images et de sons. Cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Donc dans des conditions normales, on aurait deux écrans avec d'un côté la vidéo et de l'autre côté le spectrogramme. Ici, dans le prétoire, nous n'avons qu'un seul écran à notre disposition. Je suggère donc que chacun regarde son écran en utilisant Shift Ctrl 1 pour avoir une vue d'écran intégrale qui nous permettra de mieux apprécier les éléments. Et je suggère de donner la parole aux témoins. Cela a été testé au préalable. Et finalement, je demanderai la permission de m'asseoir lorsque je vais poser les questions afin de mieux voir l'image qui est projetée à l'écran. Et nous expliquerons ainsi ce que nous voyons à chaque fois et je suppose que nous pourrons faire des captures d'écran le cas échéant. Quoi qu'il en soit, cela vise à mieux cerner ce que nous allons voir et entendre. Le juge président, vous avez ma permission. Monsieur MacDonald, très bien. Si nous pouvons donner la main aux témoins, donc c'est sur le canal Évidence 1 si je ne m'abuse, et si vous passez en plein écran, vous aurez une meilleure vue. La greffière d'audience, le témoin a maintenant la main en ce qui concerne le canal Évidence 1. alors je vais vous demander maintenant, Monsieur le témoin, d'insérer la copie du DVD en question, de la vidéo, dans l'appareil et dans un premier temps, nous allons regarder l'écran et pourrez décrire ce que l'on voit. On va après ça jouer un extrait pour arrêter quand vous le désirez et on décrira à nouveau ce qu'on voit et on va répéter l'expression à quelques reprises juste pour le premier extrait pour que tous et chacun on comprenne ce que l'on voit. Monsieur le Président, comme je l'ai indiqué précédemment, nous allons utiliser le système CIDA Cambridge d'amélioration audio, mais uniquement avec la fonction de visualisation. Afin de gagner du temps, j'ai déjà copié le fichier de questions qui était l'objet du scellé. Je tiens à préciser que ce fichier est le fichier original, c'est le fichier qui n'a subi aucune modification, c'est le fichier qui a été donné comme élément de preuve pour ce rapport d'expertise. Donc le système CIDA Cambridge est relativement simple et facile à faire fonctionner. Lorsqu'on a ouvert le système, on ouvre un fichier pour processer le fichier audio-vidéo en question. Il suffit ensuite de le glisser
et on voit le spectre ainsi que la vidéo qui s'affiche. Je vais basculer l'échelle de temps en millisecondes, ainsi que le spectrogramme en vue spectrogramme. En effet, il existe plusieurs façons de représenter un signal audio. On peut en faire une représentation temporelle, donc l'évolution du signal, de son amplitude au cours du temps, une évolution fréquentielle, l'évolution de sa fréquence, mais la façon la plus aisée est sous la forme d'un spectrogramme ou sonogramme, puisque vous voyez ici le temps au niveau des abscisses, et en ordonnée, vous voyez les fréquences en Hertz. Les couleurs que vous voyez, c'est l'intensité, le niveau sonore au niveau de chaque fréquence à chaque moment. Je vais modifier les couleurs de manière à ce qu'elles soient meilleures au niveau visuel. Donc là, vous voyez la vidéo qui est synchronisée avec le spectre audio. Si je zoome sur le spectre, vous allez pouvoir identifier des spectres particuliers tout au long de la vidéo. Donc vous voyez ici très certainement ce qui correspond au spectre du sifflet en question. Ce que nous avons réalisé, c'est tenter d'identifier, de donner une origine au spectre qui a été identifié sur le spectrogramme avec les images de la vidéo, puisqu'il est très difficile et impossible d'arriver à identifier un objet uniquement par son spectre. Est-ce possible d'arrêter, s'il vous plaît, 2 petites secondes? Pardon. Alors, juste pour nous préciser, pour les fins de l'enregistrement des transcrits de l'audience, quel est l'extrait, le piétage, les minutes que vous avez indiquées, que vous avez montré, pardon, et illustré avec le spectrogramme ici? Donc j'ai illustré depuis le début de la vidéo jusqu'à environ 2 minutes et 16 secondes. D'accord. Continuez.
je vais vous demander d'arrêter ici. Alors, vous avez précisé tout à l'heure avec votre curseur l'endroit où se trouvait le son du sifflet. Nous avons également entendu ce qui est communément connu comme étant vuvuzela, et nous avons vu, et vous avez indiqué également sur le spectrogramme à l'aide du curseur la visualisation. Est-ce qu'il est possible de reprendre le vuvuzela et le sifflet une autre fois sans ralentir, et pourriez indiquer avec votre curseur à nouveau ce qu'on voit, et après nous expliquer pourquoi est-ce que certains sons sont au bas du spectrogramme et d'autres ont une ligne qui va jusqu'au haut, s'il vous plaît. Donc, d'après la description des événements, à la page CIV OTP 00891057, les vuvuzelas sont entendus à plusieurs moments, notamment à près 46 secondes. Donc je vais revenir à 44. Donc je vais mettre cette partie en boucle. Si vous pouvez nous indiquer le piétage que vous mettez en boucle, s'il vous plaît, de quelle seconde à quelle seconde? Donc la boucle qui est réalisée se situe entre 0 minute 42 secondes et 231 centièmes et 1 minute 0,2 secondes 378 centièmes. Donc là, c'est la fin de la séquence. Je vais zoomer davantage sur le signal. Donc, pour répondre à votre question, ce que nous avons réalisé, c'est identifier des spectres qui sont similaires. Ici, comme je l'ai dit en abscisse, vous avez la fréquence de 0 à 11 000 Hz ou 11 kHz, et en abscisse le temps. Et au sein, pour chaque point, la couleur représente le niveau sonore. Le niveau sonore étant donné selon cette échelle de couleurs de 0 à 140 décibels. Les décibels mesurant le niveau sonore à chaque point. Donc,
Quel est le niveau sonore de ce qui s'apparente à être le son du Vuvuzela? Donc le niveau sonore est un niveau sonore à chaque fréquence. Donc c'est un son qui est complexe. C'est sachant qu'il y a beaucoup de bruits de fond qui viennent perturber le signal. Et donc ce bruit est complexe, mais présente un spectre avec, au niveau de 50 décibels, qui est relativement similaire et surtout qui nous a permis d'identifier au niveau de la vidéo l'objet qui pourrait avoir été à l'origine du son dont le spectre est visible sur le spectrogramme. Pourriez-vous nous montrer cet objet sur la vidéo, s'il vous plaît? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller Voici l'objet en question, à ce niveau-là. Donc on voit une dame avec une casquette marine, ou en tout cas foncée, avec ce qui semble être une vuvuzela, lorsqu'on regarde l'image. Très bien. Maintenant, on entend également le sifflet. Avez-vous une représentation de la personne qui a le sifflet? Donc on entend à de multiples reprises des sifflets. Il me semble que des synchronisations, des enregistrements d'écran de la vidéo ont été réalisés. Il faut simplement les retrouver pour déterminer le temps . De 0,52 à 0,58. Je prends une autre séquence. De 2,57, 2 minutes 57 secondes à 3 minutes 13 secondes.
Donc là, vous voyez clairement un premier bruit de sifflet qui est a priori différent du deuxième que l'on voit sur cette image avec une femme. Excuse me. Mister, excuse me. C'est possible d'arrêter. No, it's Le président, excusez-moi. Il y a un problème pour les interprètes. Si vous parlez pendant que l'on a le son de la vidéo, les interprètes ne peuvent pas vous entendre. Donc lorsque vous parlez, si vous pouvez arrêter le son de la vidéo, ça permettrait aux interprètes de vous entendre. D'accord ? Merci. Désolé, Monsieur le Président. Donc, au niveau de la vidéo qui vient d'être jouée en même temps que le spectrogramme, on a identifié ce qu'on a indiqué dans la description des événements, différents bruits de sifflets qui ont été visibles au niveau du spectrogramme, ici avec l'utilisation de 2 sifflets. Une fois de plus, il est impossible d'identifier sur le spectre qui provient du sifflet, puisque les paramètres sont beaucoup trop aléatoires. Il y a l'angle sous lequel le son est émis, il y a la position du microphone qui a servi à enregistrer, il y a la position de la source sonore, donc beaucoup d'éléments interdisent de pouvoir, rien que sur le spectre, identifier c'est tel objet ou tel autre objet. Toujours est-il qu'on a pu identifier, en combinant les répétitions du spectrogramme avec la vidéo, et arriver à tenter d'identifier l'objet qui était à l'origine du son entendu. Donc, juste pour conclure, sans la vidéo, si on n'avait pas la vidéo, on avait juste le spectrogramme et le son ou les sons qu'on entend, il est impossible de déterminer à l'aide du spectrogramme uniquement l'objet qui émet le son. C'est ça? Donc quelque chose que j'ai peut-être pas précisé, c'est que je ne suis pas expert en traitement du signal, ni expert audio. J'ai des connaissances de base suite à mes études d'ingénieur, des connaissances de base en traitement du signal et en physique. Toujours est-il que mes connaissances en balistique sont qu'il est très difficile, si ce n'est impossible, par rapport à un spectre, d'identifier une arme à feu particulière ou un calibre particulier. Bien que certaines publications indiquent que chaque arme et chaque munition, donc chaque couple arme-munition, produit un spectre unique qui constituerait une signature acoustique. Toujours est-il que dans la pratique, il est très difficile, voire impossible, d'identifier une arme à feu par rapport uniquement à son spectre et au spectrogramme ou au sonogramme qui a été enregistré. En l'occurrence, effectivement, nous en sommes venus à la conclusion que, à différents endroits, le spectre qui était visible sur le spectrogramme provenait certainement de l'objet identifié au niveau visuel sur la vidéo. En sachant qu'il y a également une partie qui est de l'interprétation, puisque toute personne dotée d'une ouïe est capable de faire la différence entre un son de sifflet et un son de vuvuzela uniquement basé sur, une fois de plus, le bon sens commun. Donc je dirais qu'il y avait 3 parties. La vidéo, ce qu'on appelle la psychoacoustique, qui est l'interprétation par l'ouïe du son qui est entendu, et le spectrogramme, qui était synchronisé avec la vidéo, et notamment les répétitions des différents spectres lorsque le bruit était entendu. Très bien. Amenez-nous maintenant au convoi. Et
dans un premier temps, ce que je vais vous demander, c'est de présenter une séquence qui nous permet également de voir le blindé. Et je vais vous poser des questions dans un premier temps sur le blindé, son armement, et après on va revenir sur le spectrogramme, les sons qu'on entend, et nous allons également réduire la vitesse de la vidéo pour bien entendre. Mais il serait bien de présenter un premier extrait. Donc je vais présenter la séquence entre 3 minutes 32 secondes 607 millièmes de seconde et 3 minutes 54 secondes 110 millièmes de seconde. Donc je viens de jouer cette séquence à cadence normale. Je peux la jouer à cadence lente. Vous voyez sur le bas de l'écran, à droite, à quelle vitesse je suis. Ici, je suis à 20,26% de la vitesse normale. La vitesse. Très bien. Alors, je vais vous demander d'arrêter ici et de revenir lorsqu'on voit une image avec un résidu qui sort du canon et le premier son qu'on entend. On voit de la fumée qui sort de la bouche du canon. Et après, il y a un certain délai et là, on entend un son, la détonation. Et j'aimerais que vous nous expliquiez ce délai et le pourquoi, et tout le mécanisme d'une balle qui sort d'un canon et les sons compte tenu de votre expérience en balistique. Monsieur le Président. Yes, please. Oui, s'il vous plaît. Pose sa question parce qu'il est en train de faire lui-même le commentaire de la vidéo en parlant de canon, de nuages de fumée. Si on pouvait laisser le témoin faire cette interprétation. Yes, please. Le Président, oui. Est-ce que vous pourriez simplement reformuler, Monsieur McDonald? Oui, Monsieur le Président, je le ferai. Alors, vous pouvez arrêter ici. Qu'est-ce qui sort du... c'est quoi qu'on voit là sur l'image et le nuage au bout du canon?
peu plus sur la vidéo. Peut-être la jouer à cadence lente si vous le permettez. Donc ici vous voyez The apparaître. question would have been better. What La question, il aurait été mieux de dire « Qu'est-ce que vous voyez ? Décrivez-nous ce que vous voyez », dit le président. Pourriez-vous l'arrêter juste avant que les gens se déplacent, s'il vous plaît? Et nous indiquer toujours le timestamp pour les fins d'enregistrement. Donc au niveau du timestamp, on est à 3 minutes, 38 secondes et 712 millièmes de seconde. Juste un petit peu plus encore. Encore un petit peu. C'est beaucoup plus aisé en vidéo. Je l'ai passé. Stop, stop. C'est pas De toute évident. façon, écoutez, je vais vous diriger à votre page, à la page 1043 de votre rapport. Laissons la vidéo pour le moment, là. Allons à la page 1043 de votre rapport. Très bien. Alors, ces images que l'on voit, qui les a créées? Qui les a capturées, a fait la prise d'image ici? Donc ces images ont été extraites de la vidéo originale, pièce de question. Ont fait l'objet d'un redimensionnement de manière à voir de manière à se focuser sur le véhicule et ont fait l'objet d'une amélioration qui n'a simplement été qu'un ajustement automatique des courbes, c'est-à-dire un ajustement automatique des couleurs, de la netteté, brillance, donc uniquement un ajustement automatique des courbes, sans modification de l'image autre que cet ajustement automatique des courbes, c'est-à-dire sans création de pixels supplémentaires.
On le voit bien d'ailleurs sur les images à la page CIV OTP 0089 1043, où on voit très bien la pixelisation qui est due à la pixelisation du fichier vidéo original. Quel est, à l'image en bas à droite, on voit un blindé, on voit un nuage. C'est quoi cela? Donc là, au niveau de l'analyse a uniquement constitué à une description de ce qu'on voyait et entendait. En l'occurrence, des bruits forts, très probablement des tirs d'armes à feu qui sont entendus et les personnes qui s'en vont. Ensuite, au niveau visuellement, ce qui est identifié au niveau du véhicule, identifier un nuage de fumée qui est visuellement identifiable, nuage de fumée qui apparaît avant que les coups de feu soient entendus, et donc au niveau d'une interprétation relativement triviale, ce nuage de fumée pourrait provenir de la décharge d'une arme à feu. Et c'est tout à fait normal qu'on voit le nuage de fumée avant de l'entendre, puisque la vitesse du son, la célérité du son dans des conditions normales, à 20 degrés Celsius, 1013 millibars, donc 1,013 hectopascal, 1013 hectopascal. La célérité du son est de 343 mètres par seconde. Le projectile, puisque par ailleurs, ce véhicule blindé a très probablement été identifié sur son type. Et donc, l'armement qui équipe ce type de véhicule blindé est un armement militaire qui utilise des projectiles supersoniques. Donc, bien évidemment, le projectile va atteindre la personne avant que celle-ci ne puisse entendre le son, puisque le son est plus lent que le projectile lui-même. La fumée, bien évidemment, qui est le nuage de résidus de tir qui se trouve à la bouche du canon. Il y en a une partie qui précède le projectile, puisque le projectile, en sortant du canon, va éjecter tous les résidus d'huile, les résidus métalliques qui pourraient se trouver dans le canon. Puis après, va être suivi de ce nuage de résidus de tir, qui est composé de résidus d'amorce. Pour des munitions traditionnelles, on trouvera des résidus de plomb, antimoine, barium. Également des résidus de poudre, donc qui sont principalement des composés nitrés, nitrates et nitrites, qui proviennent de la poudre qui a servi à propulser le projectile. Dans le cas d'une poudre qu'on appelle sans fumée, bien qu'elle fait de la fumée, on retrouvera des résidus de nitrocellulose et de nitroglycérine. Donc, une fois de plus, tout est compatible. Le nuage de résidus de tir est compatible avec la décharge d'une arme à feu. Arme à feu qui est compatible avec le type de véhicule présent. Les sons qui sont entendus sont des sons d'arme à feu. Il est bien évidemment, comme je l'ai expliqué, impossible d'identifier l'arme qui sera à l'origine de ce tir, puisque les facteurs aléatoires sont les facteurs faisant varier le spectre sont bien trop importants pour arriver à identifier. La seule chose qu'on pourrait éventuellement faire, c'est identifier la cadence de tir,
puisqu'on voit les différents spectres et les fronts de spectre entre les différents tirs. Problème également, ce sont les problèmes d'écho, puisque ici, le caméraman filme et en direction du véhicule blindé, donc on peut supposer que le micro était dans cette direction, mais après bouge, donc on a des enregistrements qui ne sont pas similaires entre les différentes rafales de coups de feu, puisque le micro est bien évidemment dans une position différente pour les deuxième et troisième rafales, puisque la personne qui filmait a quitté les lieux dans la panique et dans l'urgence. Et pour conclure, on a bien évidemment la vidéo, et qui est totalement compatible en termes de synchronisation sur décharge, résidu de tir, bruit qui est entendu, vitesse du projectile. Last question, Your Honor, maybe before. Dernière question, Monsieur le Président, avant la pause déjeuner, parce que je viens juste de me rendre compte que 13 heures est passé. Le Président, oui, mais nous avions commencé avec un quart d'heure de retard. Donc, Avant ce nuage de fumée et les détonations que l'on entend, y a-t-il quelques sons que ce soit qui dénoterait qu'il s'agit d'une arme à feu? Tel qu'indiqué dans le tableau de la description des événements, IRN CIV OTP 0089 1057. Le premier bruit ou son qui est entendu et qui aurait une typologie de décharge d'une arme à feu intervient à la minute 3:39, c'est-à-dire exactement ce que vous avez à l'écran à l'heure actuelle, lorsque le véhicule apparaît et fait feu avec la présence du nuage de résidu de tir. Nous n'avons identifié aucun autre. Can we give the floor back to the witness? est-ce que nous pouvons redonner la main au témoin, s'il vous plaît? The witness has the La greffière d'audience, le témoin a la main sur le canal numéro 1, évidence 1. Donc, tel que vous l'avez vu sur cette vidéo et sur le spectre joué au ralenti, c'est à ce moment-là, c'est le premier bruit que nous avons identifié comme étant un bruit pouvant provenir ou provenant d'une décharge d'une arme à feu. J'aimerais qu'on traite maintenant du blindé en question. Et pour ce faire, pour des images, je vous amène à la page 1046 de votre rapport. Et ça, Madame le greffier, on peut l'afficher, s'il vous plaît.
Avant que j'oublie, quelle est votre expertise dans le domaine de ce qui est connu en anglais de gunshot residue? Donc au niveau des résidus de tir, donc je faisais partie du board du groupe de travail de l'UNFSI, qui signifie en anglais European Network of Forensic Science Institute. Ce groupe de travail s'appelait Firearms and Gunshot Residue. J'ai travaillé sur les résidus de tir, et notamment leur analyse dans le cadre d'expertise que j'ai réalisée et de ma thèse à Lausanne où j'ai étudié les résidus de tir de lance-roquettes RPG-2 type 50 et RPG-7 type 69, pour laquelle thèse j'ai été amené à identifier, utiliser un microscope électronique à balayage couplé à un détecteur à dispersion de rayons X. Au niveau du travail au quotidien, l'analyse pure des résidus de tir, de leur composition chimique, était réalisée au sein du laboratoire par un autre département. Au sein du département balistique, nous travaillions sur les résidus de tir pour ce qui est de l'évaluation principalement des distances de tir, puisque lorsqu'une victime est atteinte par un projectile, ce nuage de tir va se déposer. Donc on peut retrouver des résidus d'amorce, plomb, antimoine, barium, ou des composés nitrés, nitrates, nitrites provenant de la charge de poudre. Selon la dispersion de ces résidus sur les vêtements de la victime, par des tirs de comparaison avec le même couple arme-munition, on peut arriver à estimer la distance de tir à laquelle la victime a été atteinte. Alors évidemment ici, ma question est au niveau du nuage qu'on a vu au bout du canon. Les résidus de tir, c'est aussi cela. C'est pas seulement sur les vêtements d'une victime. Tout à fait. En fait, les résidus de tir que l'on voit, ce nuage que l'on voit de fumée, si une personne se trouvait à 10 mètres, on pourrait retrouver sur elle des résidus de tir. Même à des distances plus importantes. Bien évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le type de poudre utilisée, la forme des grains de poudre qui est utilisé. Lorsque les grains de poudre sont sphériques, ils vont avoir une capacité aérodynamique bien meilleure que des paillettes, par exemple. Mais le résidu de tir visuel est effectivement ce nuage de fumée qui est en l'occurrence visible sur cette vidéo. Très bien. Alors revenons à l'image que l'on voit à l'écran, donc la page 1046 de votre rapport. Quel est cet engin blindé que l'on retrouve également donc sur la vidéo? Il s'agit du même blindé d'un angle différent. Et également, je vous amène à la page 1068 de votre rapport. Madame le greffier, si on pouvait garder les images, s'il vous plaît. Laissez tomber le rapport et gardez l'image. Le rapport, on l'a tous, mais je veux garder l'image du BTR 80. Donc en fait, ce que nous avons réalisé, c'est identifier toutes les séquences où ce type de véhicule était visible, procéder à une
amélioration de l'image sans en modifier, sans créer de pixels, uniquement par l'application d'ajustement automatique des courbes. Et nous en sommes venus à la conclusion qu'il y avait sur la vidéo au moins un véhicule, mais un véhicule certainement le même, puisque le problème est que la vidéo n'est pas de manière continue en direction de la route où se déplace le convoi. Au vu des caractéristiques physiques, visuelles de ce véhicule et d'autres informations, donc une fois de plus, comparaison, pièce de question avec pièce de comparaison, combiné au fait que entre 2002 et 2003, la Biélorussie a livré un ensemble de matériel au gouvernement de la Côte d'Ivoire, incluant 6 BTR-80. Nous en sommes venus à la conclusion que ce large véhicule gris, camouflé, qui est vu dans les séquences 335, 342, 401, 406 et 409, 413, est compatible avec un BTR-80 camouflage gris. Pour en arriver à cette conclusion, je ne suis bien évidemment pas expert en identification de véhicules militaires blindés. J'ai subi une formation initiale à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr au niveau de l'armement, notamment de l'armement russe. Et donc j'ai appris le BTR-80 à ce moment-là. Toujours est-il que ces comparaisons, une fois de plus, sont des comparaisons de bon sens. On trouve que des similitudes et pas de dissimilitudes flagrantes, y compris aucune dissimilitude avec le fait que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas détenir de BTR-80 puisque une publication indique que 6 ont été livrés entre 2002 et 2003. Quel est l'armement d'un BTR-80? Tel qu'on peut le voir d'ailleurs à l'image qui produit ces résidus de tir sur la vidéo. Donc le BTR-80, d'après le site d'un des fabricants de BTR-80, est équipé d'une mitrailleuse de calibre 14,5 mm, identifiée modèle KPVT, et également d'une 7,62, une mitrailleuse en 7,62 par 54, qui est disposée en coaxial. En addition, ce véhicule étant un véhicule de transport de troupes, il y a différentes possibilités pour l'équipage à l'intérieur de tirer depuis l'intérieur en utilisant des petites trappes où ils peuvent disposer le canon de leur armement et faire feu comme ça dans toutes les directions de manière à protéger le véhicule blindé de l'ennemi qui tenterait d'approcher. With your permission, Your... Monsieur McDonald, avec votre permission, Monsieur le Président, je recommanderais que nous arrêtions ici. Il me reste 10 minutes. Et je voulais juste demander une ou deux précisions au sujet du véhicule à proprement parler et montrer à nouveau les différents sons et ensuite j'en aurai terminé. Donc cela ne devrait pas durer plus de 10 minutes. Le Président, mais nous pouvons continuer maintenant pendant 10 minutes. Let's go. 10.
Le président, donc nous allons poursuivre pendant 10 minutes et ensuite nous reprendrons à 15 heures. Monsieur MacDonald, je vous remercie, Monsieur le Président. Que, Monsieur le témoin, qu'on revoie la séquence et toujours au ralenti, où on entend tous les sons qui s'apparentent à des sons d'armes à feu, s'il vous plaît. C'est-à-dire, excusez-moi, avant d'aller plus loin, on entend dans la première séquence ce que moi j'appellerais une rafale. Expliquez-nous une arme de type 14.5. Comment fonctionne cette arme? Est-ce qu'elle est capable de tirer des coups? Est-ce qu'elle tire des coups uniques ou est-ce qu'elle peut être aussi automatique? Si vous vous référez aux images présentes sur les pages CIV, OTP 0089 1073 et la page suivante, vous avez une photo de la mitrailleuse de calibre 14.5 sur le premier IRN et sur le deuxième de la Kalachnikov de calibre 7,62. Vous voyez un petit câble qui part sur le côté droit, qui peut être connecté. C'est pour la mise de feu. Une arme de calibre 7,62 pour fantassin n'aura pas une alimentation électrique. Là, c'est une alimentation électrique qui permet de tirer. Et après, ça dépend de la dextérité. Donc, on peut tirer au coup par coup, en rafale. La seule limitation étant le nombre de munitions présentes dans la bande et tout autre problème pouvant provenir de l'arme en question, comme des défauts d'introduction ou des défauts de fonctionnement. Très bien. Alors, si on pouvait donc repasser à nouveau l'image et le spectre. Je vais augmenter au niveau visuel, zoomer sur le spectre. Quelque chose peut-être qui mérite d'être souligné, c'est que le bruit d'une décharge d'arme à feu est un bruit impulsionnel, qui est très rapide. Il est composé de différents bruits. On a bien évidemment les bruits du percuteur sur l'amorce, on a les bruits mécaniques de l'arme en question, mais les deux
bruits principaux sont les bruits dus à la détonation, à l'explosion de l'amorce et de la charge de poudre, et après le bruit du projectile, puisque le projectile étant supersonique, il va créer ce qu'on appelle une onde de Mach qui va être conique et qui va créer ce bruit, ce son caractéristique d'une arme à feu. Au niveau, une fois de plus, identifier sur un seul spectre et dire cette munition, le bruit est le bruit d'une arme à feu et l'arme à feu qui a tiré est de calibre 7,62 ou 14,5 est à mon avis impossible. Beaucoup trop de facteurs interviennent dans ce domaine. Toujours est-il qu'il a été possible, une fois de plus, en combinant tous les éléments visuels du véhicule, de l'armement du véhicule potentiel, du nuage de résidus de tir et du spectrogramme, d'attribuer, comme nous l'avons indiqué dans notre rapport, les spectrogrammes et de dire qu'ils étaient compatibles avec l'utilisation d'une des armes qui équipe un BTR 80, à savoir une mitrailleuse 14,5 ou 7,62. Dernier élément, un scellé, le scellé CIV OTP 0082 0061, qui a été retrouvé lors d'autopsies réalisées en Côte d'Ivoire, a été identifié par un expert comme un noyau d'une munition perforante incendiaire de calibre 14,5, calibre qui est donc noyau qui est évidemment compatible avec une mitrailleuse 14,5 KPVT qui est installée en tourelle d'un BTR 80. Très bien. Dernière question, juste avant de terminer. Vous avez participé à des entretiens avec des témoins. Alors, nous sommes toujours en audience publique. Mais quel était l'objet pour vous d'être présent lors de ces entretiens avec ces témoins? Monsieur le Président, j'ai effectivement participé à 3 entretiens avec 3 témoins lors de ma présence à Abidjan au mois de mai 2015. L'objectif de ma présence au cours de cet entretien était d'assister les enquêteurs sur une partie bien spécifique de l'entretien qui était l'identification des victimes. En effet, une combinaison de disciplines peuvent servir à identifier une victime. L'ADN, l'odontologie, les empreintes digitales. Et bien évidemment, il y en a une qui est, lorsqu'aucun de ces éléments serait ou ne sera disponible plusieurs années après les faits, c'est d'utiliser les tenues vestimentaires. D'ailleurs, tenues vestimentaires objets. D'ailleurs, c'est en appliquant ces protocoles d'EVI, édités par Interpol, protocole que nous avons appliqué à l'époque au tsunami en Thaïlande, puisqu'il y avait une unité particulière qui s'occupait des objets des victimes, de manière à ce que les familles puissent certes venir les récupérer, ce qui appartenait aux victimes, mais également identifier, confirmer l'identification d'une victime par rapport à ses tenues vestimentaires, objets ou qu'elle portait. Donc en l'occurrence, j'ai assisté les enquêteurs de manière à, de la manière la plus objective possible, présenter la vidéo en question aux témoins
et sans aucune intervention, l'ont demandé de m'arrêter lorsqu'ils avaient identifié un lieu ou un objet ou une personne qu'ils reconnaissaient, et ensuite de leur faire transcrire ces identifications de manière claire dans leur déclaration de témoin. Donc ma partie était uniquement une partie qui était scientifique pour assister l'enquêteur dans l'identification des victimes basée sur la vidéo en question. Très bien, dernière question. Ça va peut-être vous sembler bizarre, mais avant de travailler à ces rapports d'expertise, étiez-vous déjà allé en Côte d'Ivoire avant cela? Je ne suis jamais allé en Côte d'Ivoire avant de cela. J'ai simplement travaillé pour un cas pour le tribunal pénal aux armées à Paris. Il me semble, de mémoire, pour un incident au sein d'un régiment français où un militaire français, lors d'un départ en service, avait fait une erreur avec son armement et avait malencontreusement tué son camarade. J'avais uniquement travaillé sur pièce pour ce dossier, de même que j'étais allé expertiser le type de véhicule blindé d'armement en question, et de mémoire, c'était une ERC 90 Saguet. Donc, un militaire français qui avait tué un autre militaire français. C'est ça? Tout à fait, puisqu'on intervenait pour des affaires d'homicide, en expertise ou en contre-expertise, sur ordonnance de commission d'experts, mais on intervenait également pour le tribunal aux armées et également pour l'inspection générale de la gendarmerie lorsque, dans le cadre de son service, un gendarme aurait malencontreusement tué une personne. Donc on intervenait également dans ce cadre-là pour l'inspection générale. Merci beaucoup. It's my question, Your Honors. Thank you. Donc j'ai terminé mes questions, Monsieur le Président. Le Président, merci. Merci, Monsieur le témoin. Monsieur McDonald, je voudrais simplement verser le dernier rapport. Le Président, oui, tous les rapports sont versés au dossier. Merci beaucoup. Nous allons maintenant faire une pause déjeuner. Nous reviendrons à 15 heures. L'audience est suspendue.